qui est étonnant avec Marx, c'est qu'aujourd'hui, on dit qu'il a tort, non? Le communisme a eu lieu en Union soviétique, il a eu lieu en Chine. Mais cela ne s'est pas produit en Europe ni aux États-Unis, là où Marx disait que cela arriverait. D'abord, parce que l'Allemagne était plus industrialisée que la Russie ou la Chine. Est-ce que ça a du sens? C'est ce que nous disons. Mais si tu y réfléchis profondément, Marx a raison. Après la Seconde Guerre mondiale, chaque société industrielle a, dans une certaine mesure, adopté les idéaux du communisme. Est-ce que ça a du sens? Nous appelons cela le socialisme, pas le communisme, mais fondamentalement, cela adhère à la pensée de Marx, qui est de faire du travailleur le cœur et le centre de la société. Et pourquoi ont-ils fait cela après la Seconde Guerre mondiale? Exactement, d'accord? Parce que les travailleurs créent de la valeur. L'argent ne crée aucune valeur. L'argent ne fait que créer plus d'argent. C'est bien, c'est spéculatif. Mais les travailleurs créent de la valeur, ils sont productifs et donc il faut bien traiter ces travailleurs. Ainsi, en Amérique et en Europe, les travailleurs sont devenus le cœur et le centre de la société. Et les travailleurs, par le biais des syndicats, pouvaient exiger des réformes politiques. Et donc, notre société était orientée vers l'amélioration de la vie de la classe moyenne, de la classe ouvrière, d'accord? C'est pourquoi vous aviez des soins de santé en cas d'accident. D'excellentes écoles publiques, des universités peu coûteuses. Donc, les années 50, 60 et 70 ont été essentiellement l'apogée de la société pour la classe ouvrière. Mais dans les années 80, nous avons commencé à changer cela. Pourquoi? Pourquoi voudrions-nous changer le système? C'est un excellent système, non? Marx a raison. Avoir le travailleur comme cœur et centre de la société, comme unité centrale d'organisation de la société, a beaucoup plus de sens qu'avoir l'argent comme cœur et centre. Mais à partir des années 80, nous recommençons à mettre l'argent au centre. Pourquoi? Qui en veut plus? Oui, exactement. Dans les années 80, s'est produite la révolte des élites. D'accord? En d'autres termes, le problème d'avoir une société basée sur le travailleur, c'est qu'elle devient trop égalitaire, trop égale, n'est-ce pas? Mais si vous faites partie de l'élite, vous ne voulez pas l'égalité, vous voulez la différence. Vous voulez avoir le pouvoir et l'argent entre vos mains. Est-ce que ça a du sens? Donc, la révolte des élites a eu lieu dans les années 80. Et c'est ce que nous appelons aux États-Unis la révolution Reagan. D'accord, la révolution Reagan, le début du néolibéralisme, du capitalisme de marché libre. Et en Grande-Bretagne, on appelait cela le Thatcherisme. D'accord? Margaret Thatcher, la révolution Thatcher. Et donc maintenant, il faut passer du travailleur à autre chose. D'accord? Une autre idéologie qui permet à l'élite d'accumuler du pouvoir. D'accord? Donc, juste pour vous montrer à quel point cette révolution était radicale. Dans les années 1970, si vous étiez PDG à la tête d'une entreprise, vous gagnez en moyenne 1 million de dollars américains, dollars par an. C'est plutôt bien, non? C'est vraiment une bonne somme. Et ce million de dollars représentait plus de 20 fois le salaire du travailleur. Et c'est tout à fait raisonnable. Aujourd'hui, le PDG moyen aux États-Unis gagne 20 millions de dollars par an, soit 200 à 300 fois plus que le salarié moyen de l'entreprise. Est-ce que cela a du sens? Donc, dans les années 80, les inégalités ont commencé à exploser, n'est-ce pas? Et donc, ils sont passés du travailleur à une nouvelle unité d'organisation appelée le consommateur. D'accord? Donc, ils avaient besoin de détruire la classe ouvrière, la classe moyenne. Et la façon dont ils l'ont fait, c'est en introduisant un nouveau concept appelé le consommateur. Donc, dans les années 50, 60 et 70, le gouvernement vous promettait un bon emploi. Si vous faisiez partie de la société, si vous étiez citoyen, je vous promets un bon emploi que vous garderez toute votre vie.
Donc, dans les années 80, le gouvernement disait « Je vous promets des prix bas et un large choix de produits ». Est-ce que cela a du sens? Très bien. Donc, cela ressemble à un changement subtil, passer du travailleur au consommateur, d'accord? Mais ce que cela signifiait, c'était une révolution dans la société, une révolution dans la politique. Alors, souvenez-vous, un exemple du travailleur. Le travailleur a cette conscience politique afin de protéger ses droits, de s'organiser, de s'unifier et de pousser pour des réformes politiques favorables. D'accord, c'est ce que le travailleur doit faire. Très bien, mais maintenant, réfléchissons à la mentalité du consommateur. Et pour ce faire, faisons une autre expérience de pensée, et cette expérience de pensée est la suivante. Tout le monde dans l'école, environ 500 personnes, j'ai décidé de donner à chacun $1 million américains. D'accord. Donc, chaque élève de l'école possède exactement $1 million américains, dollars à dépenser. Que va-t-il se passer maintenant? Réfléchissez-y. Que va-t-il se passer maintenant? Faites appel à votre imagination. Ce qui se produit, quelle est la première chose que vous faites? Quelle est la première chose que vous faites? Je viens de vous donner $1 million. Qu'est-ce que vous en faites? Eh bien, la première chose que vous faites, c'est acheter quelque chose, non? Qu'est-ce que vous voulez acheter? $1 million, c'est beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous voulez acheter maintenant? Vous achetez une maison, n'est-ce pas? C'est super. C'est un excellent achat. Et ensuite, que faites-vous? Et ensuite, que faites-vous? D'accord. La première chose n'est pas. Il achète une maison, puis qu'est-ce qu'il fait ensuite, selon moi? Il achète des meubles, puis qu'est-ce qu'il fait? Alors, il y a quelque chose de très important qu'il doit faire. Quoi? Une fois qu'il a acheté la maison, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut prendre des photos et les publier sur les réseaux sociaux, non? Comme ça, tout le monde voit sur les réseaux sociaux. Alors, tu vois cette personne qui a une immense maison à Pékin avec plein de meubles luxueux. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Toi aussi, tu veux acheter une maison, mais quel genre de maison? Une maison plus grande, n'est-ce pas? Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Toi aussi, tu publies des photos, d'accord? Alors, comment les autres se sentent-ils? Tu trouves ça drôle, d'accord? Mais ça arrive tout le temps. Donc, très vite, qu'est-ce qui se passe à l'école? Et oui, vous dépensez tout votre argent et vous vous endettez tous, n'est-ce pas? Parce que vous êtes en compétition les uns avec les autres pour acheter la plus grosse chose et $1 million, c'est beaucoup d'argent, mais ce n'est pas suffisant pour tout acheter, n'est-ce pas? Donc, vous vous endettez. Vous avez emprunté pour acheter plus. Et puis quoi? Comment vous sentez-vous entre vous? Déjeunez-vous ou dînez-vous ensemble? Est-ce que vous aimez partager vos devoirs ensemble? Vous vous détestez, n'est-ce pas? Au final, ce qui va se passer, c'est que vous allez tous vous endetter et vous allez tous vous détester, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le consumérisme. C'est ça le consumérisme. Le consumérisme crée une compétition dans la société pour le prestige, d'accord? Pour voir qui peut poster les plus belles photos sur les réseaux sociaux. Cela mène à l'individualisation ou à l'optimisation de vous-même, d'accord? En d'autres termes, vous êtes maintenant incapable d'agir ensemble. Vous ne voulez pas vous organiser, vous ne voulez pas agir dans la solidarité. Et au final, cela signifie que vous développez une logique économique. Et qu'est-ce que la logique économique? C'est voir le monde uniquement à travers le prisme du capital. Est-ce que ça a du sens? Donc, quand vous voyez quelqu'un et que vous vous demandez, bon, est-ce que j'ai envie de sortir avec cette personne? Vous ne vous demandez pas, oh, est-ce que cette personne est gentille? Vous vous demandez combien d'argent cette personne a-t-elle? Vous comprenez? Vous utilisez la logique économique pour comprendre le monde, pour raisonner et analyser le monde. D'accord? Maintenant, laissez-moi vous poser cette question. Aujourd'hui, est-ce que la Chine fonctionne comme ça? Est-ce que le monde fonctionne comme ça? La réponse est oui, d'accord? Est-ce que vous êtes comme ça? Oui, vous êtes comme ça, d'accord? Vous avez été conditionné à penser que c'est la seule façon de se comporter et de penser. Vous êtes à l'école. Pourquoi êtes-vous à l'école? Pour que vous puissiez obtenir un bon travail. Pourquoi? Pour gagner de l'argent. Pour que vous puissiez acheter des choses. D'accord? Vous comprenez? C'est comme ça que vous pensez tous. Mais il y a différentes façons de penser à l'école, n'est-ce pas? Vous vous dites,
Je suis à l'école pour apprendre, pour ouvrir mon esprit, pour avoir de l'imagination, pour réfléchir de manière critique au monde, n'est-ce pas? Et c'était la façon dont nous pensions à l'école lorsque les travailleurs étaient dominants. Mais maintenant que les consommateurs sont dominants, tout ce à quoi nous pensons, c'est comment obtenir un bon travail. Comment puis-je acheter une maison plus grande? Parce que je veux la montrer sur les réseaux sociaux, d'accord? Donc, si vous y réfléchissez, ce que c'est vraiment, c'est la perfection de l'esclavage. Est-ce que ça a du sens? Que signifie cette expression? La perfection de l'esclavage. Oui, tu deviens esclave de l'argent. Mais quoi? Pourquoi est-ce parfait? Vous comprenez? Si vous êtes esclave, vous vous rebellez, n'est-ce pas? Mais si tu ne sais pas que tu es un esclave et que cela te plaît, si tu choisis cela, alors tu ne te rebelleras jamais. D'accord? Donc, le consumérisme est la forme parfaite de l'esclavage. C'est pourquoi Francis Fukuyama pense que le consumérisme est la fin de l'histoire, parce que c'est un système qui permet d'atteindre les objectifs des élites et que les masses ne veulent ni ne peuvent protester et se rebeller. Est-ce que cela vous paraît logique? C'est un système parfait.